Bien, alors, comme c'est filmé, il faut que je fasse comme si on ne s'était pas vu tout à l'heure, pour que les gens qui voient la vidéo indépendamment ne soient pas exclus. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a quelques années, je m'étais intéressé à une question très étroite, qui était celle du caractère explicatif d'une démonstration mathématique ou non. Et en particulier, une démonstration qui était dans le viseur était la démonstration du théorème des 4 couleurs. Et j'avais essayé de comprendre à l'époque pourquoi il était vrai que la démonstration du théorème des 4 couleurs nous apprenait que toute carte peut être coloriée avec 4 couleurs, mais ne nous expliquait pas pourquoi toute carte pouvait être coloriée avec 4 couleurs. Et cette notion d'explication, qui me semblait être une notion propre à l'étude des démonstrations mathématiques, finalement est devenue depuis quelque temps une question assez centrale en informatique, en particulier depuis le développement des méthodes d'apprentissage automatique. Et les méthodes d'apprentissage automatique sont d'autres cas, d'autres situations dans lesquelles nous ne savons pas expliquer le résultat des calculs. Donc nous savons que le résultat des calculs est ce qu'il est, mais nous ne savons pas pourquoi. Et donc j'ai repris un peu à l'occasion de cet exposé cette thématique de l'explication pour essayer de voir si on pouvait la généraliser un peu au-delà des démonstrations mathématiques. Mais je vais quand même partir par une démonstration mathématique, et une démonstration mathématique qui concerne ce nombre, qui est le nombre 444 444 440, et 444, merci, j'ai jamais su lire les nombres en base 10, je sais les lire qu'en base 2, donc... Et donc, ce nombre, donc quand j'étais étudiant, j'ai traversé l'Europe avec une carte Interrail, enfin ceux qui n'ont pas vécu au XXe siècle ne peuvent pas savoir ce que c'est, et à cette occasion, place de la Catalogne à Barcelone, j'avais vu la démonstration d'un théorème, et donc le théorème c'est celui-là. C'est le nombre, alors j'ai essayé, 12 345 679 fois 36 égale 444 444 444. Et la démonstration qui était donnée était celle-ci. Vous faites la multiplication et vous avez en haut au multiplicande un nombre qui a l'air d'avoir une certaine régularité, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Et puis, en bas, vous avez un nombre qui a l'air d'avoir une certaine régularité aussi, c'est 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Et puis, au milieu, bon, on a l'impression qu'il y a un peu moins de régularité. Alors, il y en a quand même un peu. Par exemple, si vous regardez le premier résultat de la multiplication partielle, ça fait 7, 4, 0, 7, 4, 0. Bon, on a l'impression qu'il y a un peu de régularité, mais moins que dans la conclusion. Et donc, je m'étais posé la question en voyant cette multiplication, qui était un graffiti, qui était sur un des murs de la place de la Catalogne. Je m'étais demandé, est-ce que c'était une coïncidence que tous ces nombres soient des 4, ou est-ce qu'il y avait une explication du fait que tous les nombres soient des 4? Et vous voyez que cette question, elle est complètement indépendante de savoir si ce théorème est vrai ou faux, puisqu'il est vrai, et voilà la démonstration que vous avez sous vos yeux. Alors d'abord, il y avait clairement le nombre 4, le chiffre 4, qui jouait un rôle dans ce théorème, d'accord, 4, 4, 4, etc. Et avec votre grande culture mathématique, vous voyez qu'il y a quelque chose qui a à voir avec 4 aussi, c'est le 36. Oui, 36, c'est 4 fois 9. Et donc le théorème qui est là, vous pouvez l'écrire comme ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 fois 9 fois 4 égale 111 111 111 fois 4. Et donc vous voyez que vous pouvez simplifier par 4, et vous obtenez un autre théorème tout aussi merveilleux, qui est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 fois 9 est égal à 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Et donc ça vous donne une autre démonstration du théorème qu'on a vu, le théorème sur les 4, qui est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 fois 36 est égal à 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 fois 9 est égal à 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1.
Et donc ça, c'est une autre démonstration du même théorème, et c'est une démonstration qui est beaucoup plus explicative, puisqu'elle nous explique pourquoi il n'y a que des 4. Eh bien, c'est parce qu'avant, il n'y avait que des 1, puis quand on a multiplié par 4, eh bien, les 1 sont devenus des 4. Et d'ailleurs, cette explication nous permet de généraliser le théorème. Si vous multipliez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, maintenant, au lieu de multiplier par 4, vous multipliez par 2, eh bien, le 9 devient 18, et puis ce que vous avez à droite, c'est 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, etc. Et ça marche jusqu'à 81, vous obtenez 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Et en fait, c'est de là que vient ce graffiti. Je ne le savais pas à l'époque. Alors, l'époque où je vous parle, le web n'existait pas. Donc, j'ai pas pu taper la multiplication sur le web, mais bien des années après, j'ai tapé ça sur le web et j'ai appris que c'était un logicien du 19e siècle qui avait inventé un tour de magie où il demandait à un enfant quel était son chiffre préféré. Et par exemple, si l'enfant répondait 4, eh bien, il lui faisait faire la multiplication 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 fois 36. Donc lui, le logicien en question faisait la multiplication 4 fois 9 de tête. Il disait pas 4 fois 9, il disait 36. Et puis, si c'était 7, il faisait 63, etc. Et puis, l'enfant émerveillé voyait son chiffre préféré apparaître 9 fois. Et ce logicien, vous pouvez assez facilement deviner de qui il s'agit. Voilà, c'était Lewis Carroll, bien entendu, ça on est tout à fait dans son univers ici. Bien, donc vous pouvez vous-même faire ce tour de magie des enfants qui n'auraient pas vu une calculatrice. Néanmoins, cette explication nous laisse un peu sur notre faim, puisqu'on peut se dire, bon ok, on a expliqué pourquoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 fois 36, ça fait 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, mais on n'a toujours pas expliqué pourquoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 fois 9, ça fait 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. On sait le démontrer, voilà la démonstration, vous voyez qu'elle est plus simple, mais on ne sait pas l'expliquer. Alors, on peut l'expliquer, et la division est plus simple à expliquer que la multiplication. Donc là, j'ai divisé pour vous... vous voyez qu'il y a eu du travail sur les transparents. J'ai divisé pour vous 111 111 111 par 9, et on obtient effectivement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, mais on voit une autre régularité apparaître, qui est celle des dividendes partiels, qui sont 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81. Et donc, vous avez remarqué que c'est des nombres de la forme 10n plus 1. Et donc, on passe du quotient au dividende partiel. Et donc là, il y a un petit peu de mathématiques. S'il vous reste encore un peu de glucose, vous allez arriver à suivre jusqu'au bout. Si vous avez le reste partiel 10n plus 1, par exemple 41, vous voyez que 10n plus 1, c'est 9n plus n plus 1. Ok, jusque-là, tout va bien. Et ce que vous faites quand vous faites la division, vous posez le n, puisque quand vous divisez par 9, n apparaît ici clairement comme le quotient, et il vous reste un reste partiel qui est le n plus 1, qui se trouve ici. Et puis ensuite, quand vous descendez le 1, eh bien, vous multipliez le n plus 1 par 10, et vous ajoutez le 1 qui vient du dividende, du dividende, et ça vous fait 10 fois n plus 1 plus 1, et donc vous voyez que vous êtes passé de 10n plus 1 à 10n plus 1 plus 1. Et donc vous êtes passé de 41 à 51, puis de 51 à 61, etc. Et vous voyez aussi qu'à chaque étape, le chiffre que vous allez poser est 1 de plus. Donc ça vous explique à la fois la raison pour laquelle les dividendes croissent de 10 en 10, et également pourquoi les chiffres se suivent dans l'ordre. Bien, alors, déjà, à Place de la Catalogne, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas le 8, et je m'étais dit, ça c'est peut-être le signe que c'est juste une coïncidence, parce que ça devrait être régulier, genre si vraiment il y avait une raison. Mais ici, on arrive à expliquer l'exception du 8, c'est que quand n est égal à 8, bien certes, vous pouvez écrire 10 fois 8 plus 1 égale 9 fois 8 plus 8 plus 1, d'accord, donc ça, tout va bien, mais ça, c'est pas le reste de la division par 9, parce que c'est pas strictement inférieur à 9, donc quand on arrive à cette étape, eh bien, le processus change, et on saute un chiffre, ça fait 9 fois 9, et pas 9 fois 8, et le reste devient 0. D'ailleurs, ça tombe bien, parce qu'il faut bien qu'à un moment, la division s'arrête si on veut obtenir une multiplication dans l'autre sens, sans avoir la somme plus le reste.
Bien, à nouveau, cette explication nous donne une possibilité de généralisation, puisque bien que ici vous ayez 0, rien ne vous empêche de continuer. À supposer que vous ayez davantage de 1, vous pouvez descendre le 1, maintenant vous avez 0 fois 10 plus 1, donc ça fait 1. Vous le divisez par 9, vous posez le 0, et vous êtes reparti, 11, 21, blablabla, etc. Et vous allez pouvoir vous arrêter quand vous allez retomber sur un 0. Donc voilà une généralisation du théorème. Donc là, je ne vais pas le lire, mais il y a 18 1 au lieu d'en avoir 9, et ou 19, je ne sais plus, et le quotient, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, on saute le 8 comme tout à l'heure, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Bien, donc ça vous permet de faire un nouveau tour de magie. Par exemple, comme vos élèves sont plus intelligents que tous les élèves de la Terre, vous ne pouvez pas leur faire le tour de magie précédent, mais vous pouvez leur faire celui-là. Vous leur demandez quel est votre chiffre préféré, le 4, eh bien, multiplie donc ce nombre à la main par 36, et ils vont obtenir ce nombre ici où il n'y a que des 4, et ils vont être encore plus émerveillés. D'ailleurs, ce n'est pas la seule généralisation possible, puisque le tour de magie n'a rien à voir avec la base 10, donc le voilà en base 20. Si vous prenez le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, J, là il faut sauter le I, qui est la base -2, qui est l'avant-dernier chiffre, multiplié par 3G, qui est 4 fois J, J c'est le 9 de la base 20, c'est le plus grand des chiffres, ça c'est la base -1, je veux dire, c'est 19, et donc quand vous multipliez 4 fois J, ça fait 3G, bon ça je vous laisse faire le calcul, et bien quand vous multipliez ça par 3G, vous obtenez également ce nombre, donc vous pouvez faire ce tour de magie le jour où vous faites les bases plus grandes que 10 à vos élèves. Bien, donc on a l'impression là qu'on a complètement expliqué la multiplication, on a expliqué le rôle du 4 et le rôle du 36, et on a expliqué pourquoi on obtient cette suite de chiffres, on a même expliqué l'exception du 8, qui est la base -2, qui est sautée systématiquement en base 10, comme dans toutes les autres bases. Et ça nous amène à nous demander, est-ce qu'on a, au moins sur cet exemple, la possibilité de répondre à la question, mais donc qu'est-ce que expliquait le résultat? Et il y a une constatation empirique, c'est qu'à chaque fois qu'on a mieux compris le résultat, à chaque fois qu'on l'a expliqué, eh bien on l'a aussi généralisé. Donc on est passé dans la première phase de l'explication de la multiplication 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 fois 36 égale 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 par la même avec des 7, mais où le 36 est remplacé par 63. Et puis, ça c'était un bout d'explication, et on est allé plus loin dans l'explication, et ça nous a permis de généraliser davantage, puisque de la première division, eh bien, on a pu généraliser et trouver la deuxième. Et d'ailleurs, je vous cache pas qu'il y en a une troisième, où vous mettez plus de 1, et ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, et vous obtenez encore plus de 4 ou encore plus de 7 quand vous faites la multiplication. Donc, on peut esquisser une définition de la notion d'explication, et bien sûr, si je dis esquisser, c'est parce qu'à plusieurs reprises, on va être amené à la critiquer et à la corriger. Et une démonstration, on peut dire qu'elle est plus explicative qu'une autre, quand elle consiste à démontrer une proposition générale de la forme pour tout x a, pour ensuite en déduire a où le nombre x est remplacé par un terme t, donc et au lieu de la démonstration moins explicative qui consiste à démontrer a directement dans le cas x égale t. Donc par exemple, ici, je vous ai écrit en langue savante le tour de magie de Lewis Carroll, donc c'est pour tout x compris entre 1 et 9. À vrai dire, ça marche aussi pour x égale 0, mais c'est pas... Voilà. S'il y a un enfant qui vous dit mon chiffre préféré c'est 0, vous pouvez dire multiplie donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 par 0. Et là, il va avoir 0, c'est son chiffre préféré. Bon, ça marche un peu moins bien. Mais si vous multipliez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 par 9x, eh bien vous obtenez la somme des x puissance x fois 10 puissance i. Et après avoir démontré ce cas général, eh bien vous pouvez en déduire le cas particulier pour x égale 4. Donc vous substituez x par 4 dans cette formule et vous obtenez ça.
Et la démonstration qui n'est pas explicative, c'est celle qui démontre la même chose qu'en haut, mais pas dans le cas où x est un nombre quelconque compris entre 1 et 9, un chiffre quelconque, mais dans le cas particulier où x est égal à 4. Et d'ailleurs, cette notion d'explication se retrouve être une notion qu'on connaît bien en logique, qui s'appelle la notion de coupure, puisque démontrer quelque chose dans le cas général, pour en déduire un cas particulier, au lieu de démontrer le cas particulier directement, c'est ce qu'on appelle faire une coupure sur le quantificateur universel. Et comme vous le voyez, c'est pas toujours apprécié d'éliminer les coupures. Oui, pardon, donc une coupure, vous pouvez toujours l'éliminer, c'est-à-dire au lieu de démontrer quelque chose dans le cas général et puis de l'utiliser dans un cas particulier, vous pouvez toujours le démontrer directement dans le cas particulier. Donc ça, c'est un théorème qui s'appelle le théorème d'élimination des coupures. Et le théorème d'élimination des coupures est diversement apprécié, les logiciens adorent ce théorème, mais certains mathématiciens moins. Et là, vous avez une copie qui a été rendue célèbre parce que Stella Baruch avait utilisé cette copie comme couverture d'un de ses livres. Vous avez un élève à qui on demande de résoudre une équation qui est 5x plus 4y moins 2 négatif, et au lieu d'utiliser le beau théorème qui nous dit que ça c'est équivalent au fait que x soit compris entre les racines et de calculer les racines, eh bien ici on voit que l'élève redémontre ce théorème dans le cas particulier où a est égal à 5, b est égal à 4 et c est égal à moins 2. Et d'ailleurs, le calcul est si parfait et si exempt de rature que je soupçonne cette copie d'être un faux. Mais bon, peu importe. L'élève a parfaitement mis le 5 en facteur, puis calculé la forme canonique, puis mis les racines exactement sans faire aucune erreur de calcul. Tout est assez suspect dans cette copie. Mais quoi qu'il en soit, la définition que nous avons donnée peut se reformuler d'une manière plus simple en disant qu'une explication, c'est simplement une coupure sur une proposition universelle, sur une proposition qui est formée avec le quantificateur universel. Bien, alors comme je vous ai dit, il faut faire attention à cette définition qui est peut-être un peu trop générale, et en particulier, tout dépend de la manière dont on démonte la proposition universelle. Donc ici, je vous ai donné deux démonstrations du même théorème, et le théorème c'est que pour tout x compris entre 1 et 4, x plus 1 au carré est égal à x au carré plus 2x plus 1. Ok, c'est le théorème que j'ai décidé de démontrer aujourd'hui. Et dans la première démonstration, eh bien, je dis, prenons un x quelconque, compris entre 1 et 4 bien sûr, c'est ma condition de quantification, et x plus 1 au carré, eh bien, j'utilise 2 fois la distributivité, 3 fois les propriétés d'éléments neutres de 1, une fois l'axiome d'associativité, une fois la distributivité à l'envers cette fois-ci, un axiome de l'addition qui me dit que 1 plus 1 égale 2, ça c'est l'étape que j'ai eu le plus de mal à justifier, mais c'est un axiome de l'arithmétique, c'est un théorème de l'arithmétique ou bien c'est la définition de 2, c'est comme vous voulez, mais quoi qu'il en soit, vous obtenez cette démonstration-là. Mais il y a aussi une autre démonstration qui consiste à dire que puisque je veux démontrer une proposition universelle qui quantifie sur un ensemble fini, et un ensemble qui a 4 éléments, eh bien je peux remplacer cette quantification par une conjonction, et il faut que je démontre que la proposition est vraie dans le cas x égale 1, dans le cas x égale 2, dans le cas x égale 3, dans le cas x égale 4, et dans le cas x égale 1, les deux membres me donnent 4, dans le cas x égale 2, les deux membres me donnent 9, dans le cas x égale 3, les deux membres me donnent 16, et dans le cas x égale 4, les deux membres me donnent 25, donc le théorème est vrai. Donc vous voyez que dans le premier cas, j'ai une démonstration générique de la proposition universelle, et dans le deuxième cas, j'ai une démonstration par énumération des cas, et vous voyez que si je démontre le cas général par une énumération des cas, pour en déduire le cas particulier, eh bien ma démonstration n'est pas du tout explicative. Donc ce qui rend la démonstration explicative, c'est non seulement le fait que j'ai démontré une proposition universelle pour ensuite utiliser un cas particulier, mais le fait que la démonstration de la proposition universelle soit générique. C'est-à-dire, je dis, je suppose un x, certes compris entre 1 et 4, mais ensuite je démontre, j'ai une seule démonstration qui marche pour tous les x et pas une démonstration par cas. Alors ça, à nouveau, ça
ça fait écho à deux règles de déduction qui permettent l'une et l'autre de démontrer des propositions de la forme pour tout x a. La première nous dit que pour démontrer la proposition pour tout x a, il me suffit de démontrer a. Donc ça lisez le dénominateur là, de la première fraction. Gamma thèse pour tout x a, ça veut dire que je suis en train de démontrer pour tout x a sous des hypothèses gamma. Et pour ça, il me suffit de démontrer a à condition que x n'apparaisse pas dans gamma, c'est-à-dire qu'on ne sache rien sur x. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé ici. Vous voyez que pour démontrer que pour tout x compris entre 1 et 4, x plus 1 au carré est égal à blablabla, j'ai démontré dans un cas particulier, qui est le cas x. Mais ce cas particulier, x est un nombre quelconque. Et le fait de dire qu'il est quelconque, c'est-à-dire que je ne sais rien sur x. Ce n'est pas 8, ce n'est pas 9, je n'en sais rien, mais je démontre un cas particulier pour déduire le cas général, et c'est un cas particulier générique. Et donc le fait qu'il soit générique est traduit ici par la condition que x n'apparaît pas dans gamma. Je ne sais rien dans mes hypothèses sur x. Donc ça, c'est ce qui s'appelle en logique la règle d'introduction du quantificateur universel, et ça s'oppose à la règle d'énumération qui me dit que pour démontrer pour tout x a, il faut que je démontre a sous les mêmes hypothèses, mais dans le cas où x est égal à 0, dans le cas où x est égal à 1, dans le cas où x est égal à 2, dans le cas où x est égal à 3, etc. Et bien entendu, la règle d'énumération dépend du domaine de quantification. Si je quantifie sur un ensemble fini, ben c'est assez simple, j'ai un nombre fini de choses à démontrer, mais on peut aussi imaginer une règle de déduction dans le cas où le domaine de quantification est l'ensemble des entiers. Et dans ce cas-là, j'ai un objet un peu bizarre, mais qui ne fait pas si peur que ça au logicien, qui est une démonstration infinie, c'est-à-dire la démonstration elle-même est un arbre infini. Donc c'est pas une démonstration au sens où vous ne pouvez pas l'écrire sur votre cahier, d'accord, puisque votre cahier a un nombre fini de pages, c'était ce qu'on a raconté ce matin, mais ça n'empêche pas d'étudier ces propriétés, par exemple d'avoir un algorithme qui engendre toutes ces démonstrations quand on donne l'entier en argument. Et cette règle s'appelle, dans le cas des entiers, elle s'appelle la règle oméga, puisque les logiciens qui font rien comme tout le monde n'appellent pas l'ensemble des entiers n, mais l'appellent oméga. Donc c'est pour ça que cette règle s'appelle la règle oméga. Mais oublions le cas infini. Un cas particulier de la règle oméga, c'est le cas où on a une quantification finie. C'est pour ça que je m'étais limité à l'ensemble 1, 4 ici. Et il suffit d'énumérer tous les cas. Donc bien sûr, si j'énumère tous les cas pour ensuite en choisir un, il y a aussi une manière de faire plus simple, qui est d'oublier tous les cas de ma démonstration par cas et de me concentrer sur le cas que j'ai choisi à la fin. Et là, pour le coup, cette simplification de la démonstration est en général appréciée. C'est-à-dire, si vous avez une démonstration par cas, même imaginez simplement, faites une démonstration par le cas où vous devez distinguer le cas x positif du cas x négatif, puis ensuite vous dites finalement, il n'y a que le cas x positif qui m'intéresse dans ma démonstration, eh bien on peut vous reprocher d'avoir fait une démonstration un peu trop verbeuse avec du code mort, où vous avez fait le cas x négatif, il n'y en avait pas besoin, vous auriez pu faire simplement le cas positif. Donc là où la démonstration générale est appréciée, même si on l'utilise dans un cas particulier, quand elle est générique, la démonstration générale par une énumération pour ensuite faire un cas particulier est considérée comme du mauvais style mathématique. Bien, donc ça nous amène à modifier notre notion d'explication, et une démonstration est explicative, ou elle est plus explicative qu'une autre, quand elle contient plus de coupures sur des propositions universelles, mais à condition que les propositions universelles soient démontrées de manière générique, avec la règle d'introduction du quantificateur universel, et non avec la règle d'énumération. Bien, les méthodes non explicatives, je vous ai dit que un exemple qui a beaucoup provoqué la réflexion sur ces questions était le théorème des 4 couleurs, mais en fait, il y a d'autres situations de démonstration non explicative en mathématiques, et même en mathématiques assez anciennes. Donc pour ça, on va faire un exercice, et le premier exercice est de résoudre cette équation diophantienne. Donc diophantienne, ça veut dire dont on cherche des solutions qui sont des entiers naturels, ici. Et l'équation, c'est x3 égale 7x2 moins 6.
Oui, 1, bravo, 1 est une solution évidente. Donc, nous avons une démonstration que cette équation a une solution 1. Ok, super, on va faire un exercice plus difficile. Est-ce que l'équation x5 plus égale 7x3 plus 2x2 plus 10 plus 2x2 plus x plus 10 a une solution? Alors 1 ne marche pas. 0 non plus, donc elle n'a pas de solution évidente. Alors, je vais vous montrer qu'elle n'a pas de solution du tout. Et alors, voilà la démonstration. Bon, supposez d'abord que x soit supérieur à 50. Dans ce cas-là, x2 est supérieur à 50, x3 est supérieur à 50, x4 est supérieur à 50, etc. Donc, x5 est supérieur à 50, c'est la dernière ligne des 5 premières lignes. Là. x5 est supérieur à 50. Mais comme x4 est aussi supérieur à 50, il est a fortiori supérieur à 5, donc x5 est supérieur à 5x. De la même manière, x3 est supérieur à 50, donc il est supérieur à 25, donc x5 est supérieur à 5 fois 2x2, etc. Donc ici, j'ai 5 inégalités, qui sont toutes les 5 vraies quand x est supérieur à 50. Si vous les ajoutez et que vous divisez par 5, vous obtenez que quand x est supérieur à 50, x5 est supérieur à ce polynôme qui était le membre droit de mon équation. Et donc vous obtenez que x5, que x n'est pas une solution de l'équation, x égale ça, puisque x5 est strictement supérieur à 7x3 plus 2x2 plus x plus 1. Donc avec ce petit bout de raisonnement, vous obtenez que la proposition pour tout x, x5 est différent de 7x3 plus 2x2 plus x plus 10, qui était la proposition, l'équation Dieu-Franzen n'a pas de solution, est équivalente à la proposition pour tout x dans l'ensemble 0,50, x5 est différent de 7x3 plus 2x2 plus x plus 1, ou autrement dit, si l'équation n'a pas de solution avant 50, elle n'a pas de solution du tout, puisqu'on a vu qu'elle n'a pas de solution après 50. Et si l'équation n'a pas de solution du tout, elle n'a pas de solution avant 50. Donc c'est vraiment équivalent. Et vous voyez que ici, dans la première proposition, on a un quantificateur sur un domaine infini, les entiers, et dans la deuxième proposition, on a un quantificateur sur un domaine fini, qui est cet ensemble de 51 entiers. Et quand on passe d'un quantificateur sur un domaine infini à un quantificateur sur un domaine fini, ça s'appelle éliminer les quantificateurs. D'accord? Puisque le quantificateur sur un domaine fini, c'est pas un vrai quantificateur. Bien, donc, plutôt que de démontrer la première proposition, on va démontrer la deuxième proposition. Et pour ça, j'ai écrit un petit programme qui fait varier x de 0 à 50 et qui affiche x5 moins 7x3 plus moins 2x2 moins x moins 10. Et il n'affiche jamais 0. Et donc, vous savez qu'aucune valeur avant 50 est une solution. Donc, l'équation n'a pas de solution avant 50, donc elle n'a pas de solution du tout. Bon, alors vous voyez que vraisemblablement, j'aurais pu trouver une majoration meilleure que 50. Parce que apparemment, dès 4,5, là, c'est déjà gros. Et en fait, c'est cette méthode qui est la plus simple pour trouver un majorant, là, qui est de prendre le produit du degré de l'équation par le plus grand des coefficients qui apparaît dans l'équation. Ici, c'est 10, le plus grand des coefficients, et le degré c'est 5, donc c'est comme ça que j'ai fait 50. C'est en général une très mauvaise borne. Il y a d'autres méthodes, par exemple le fait que si il y a une solution entière, elle doit diviser le chiffre constant, le facteur constant, m'aurait donné une meilleure borne. Bon. Mais peu importe, l'important c'est de trouver une borne, et de toute façon faire tourner un ordinateur jusqu'à 50 ou faire tourner un ordinateur jusqu'à 5, c'est pareil. Le temps qu'on appuie sur return, on a le résultat. Et donc vous voyez qu'ici, même si elle n'est pas la plus élégante possible, cette démonstration est correcte. Bien, et donc cette méthode d'élimination des quantificateurs, c'est pas du tout une méthode qui a été inventée dans les années 70 quand on a commencé à avoir des ordinateurs pour... Bien sûr, ce genre de méthode était moins populaire quand on n'avait pas d'ordinateur, parce que faire
faire ce calcul était... À l'époque, on passait beaucoup de temps à améliorer les bornes, bizarrement. Aujourd'hui, c'est moins important, enfin, sauf bien sûr pour des gros exemples. Et donc, ça a été inventé par ces trois mathématiciens, qui sont trois mathématiciens des années 30, Presburger, Skolem et Tarski. Presburger et Skolem, c'est le tout début des années 30, et Tarski, c'est le milieu des années 30. Et le but était de démontrer de fournir des méthodes pour construire automatiquement des démonstrations dans des théories particulières qui s'appellent l'arithmétique de Presburger, l'arithmétique de Skolem et l'analyse de Tarski. Et à vrai dire, le but était de démontrer que ces théories étaient décidables, c'est-à-dire qu'il existait un algorithme qui ou bien construisait une démonstration pour une proposition, ou bien nous indiquait que la proposition était équivalente à une proposition non démontrable. Et alors l'arithmétique de Presburger, c'est toutes les formules que vous pouvez faire sans la multiplication. Donc par exemple, pour tout x, il existe un y tel que x plus x est égal à y plus y plus y plus 2. Voilà, ça, j'ai formulé ça comme étant sans utiliser le mot multiplication. Et dans ce cas-là, l'algorithme de Presburger me transforme cette proposition en une proposition équivalente qui n'a pas de quantificateur. Et une fois que la proposition n'a pas de quantificateur, eh bien, il suffit de calculer pour obtenir la valeur de vérité, pour savoir si la proposition est vraie ou fausse. D'accord? Donc par exemple, si vous prenez, il existe un x tel que x plus x est égal à 3. Ok, on est bien dans l'arithmétique de Presburger, il n'y a pas de multiplication, et x plus x, on va l'écrire 2x, mais c'est pas vraiment une multiplication, hein, c'est x plus x, et 2x est égal à 3, il n'y en a pas dans les entiers. Et donc, la méthode de Presburger vous transforme cette proposition en faux, ou en je sais pas quoi, ou en, par exemple, 2 fois 0 égale 3, ou 2 fois 1 égale 3, ou 2 fois 2 égale 3, ou 2 fois 3 égale 3, ou faux. Okay, et donc, comme il n'y a aucun des cas qui marche, eh bien, vous savez que la proposition est fausse. Alors, l'arithmétique de Skolem, la petite anecdote dit que Skolem avait démontré le théorème de Presburger en même temps que Presburger, mais comme Presburger avait publié son papier avant Skolem était fou, et donc il a dit bah, je vais faire mieux, et il a voulu rajouter la multiplication, et il a enlevé l'addition. Et donc, vous avez toutes les formules qui n'ont pas l'addition, toutes les propositions qui n'ont pas d'addition, mais qui ont des multiplications. Et en fait, ça se ramène à des questions de PGCD, quoi. Vous voyez que... Bon, et donc... Et une autre anecdote, c'est que Presburger, son directeur de thèse, qui s'appelait Tarski, lui avait dit qu'il faudrait faire ça pour l'arithmétique avec l'addition et la multiplication. Et Presburger a dit bah, j'ai réussi avec l'addition, mais sans la multiplication. Et Tarski lui a dit bon, ça vaut pas une thèse, ça. Donc il n'a pas eu de thèse, il a fait autre chose après. Et puis quelques années après, Church a démontré qu'avec l'addition et la multiplication, c'était indécidable. Tarski a dit bon, j'ai peut-être été un peu injuste avec ce pauvre Presburger. Bon, enfin bon voilà. Donc à l'époque, juste faire le théorème sur l'addition marchait pas. Tarski lui a fait l'addition et la multiplication, mais sur les nombres réels, où la situation est plus facile que sur les nombres entiers. Et vous connaissez un exemple du théorème de Tarski, c'est si je vous donne la proposition il existe x tel que ax2 plus bx plus c est égal à 0, eh bien, il y a une formule sans quantificateur, sans le il existe x, mais qui contient les mêmes paramètres a, b et c, qui est équivalente, et c'est b2 moins 4ac est positif. Et c'est exactement ce qui se passe dans la méthode de Tarski. Quand vous donnez, c'est le seul exemple que je sais faire avec la méthode de Tarski, vous donnez il existe x tel que ax2 plus bx plus c égale 0, ça répond b2 moins 4ac est positif. Et ça, vous pouvez le faire pour toutes les formules de l'arithmétique, et c'est en gros ce que font de l'analyse. Et c'est essentiellement, c'est une des manières les plus puissantes de démontrer des théorèmes en géométrie réelle, puisque vous pouvez remplacer vos cercles par des équations du second degré, les droites par des équations du premier degré, et tout se ramène à de savoir si la nullité de certains polynômes implique la nullité d'autres polynômes, et la méthode de Tarski s'applique dans ces cas-là. Alors, dès les années 30, on avait remarqué que ces méthodes étaient très inefficaces, c'est-à-dire que vous prenez une petite formule et que vous appliquez l'algorithme de Presburger, vous obtenez une formule qui est super exponentielle en la taille de la formule dont vous étiez parti.
Bien, ces méthodes étaient utilisées dans les années 30 déjà, et c'est des méthodes pas explicatives. C'est-à-dire, on ne vous dit pas, voilà, vous avez une formule dans l'arithmétique de Presburger, donc il existe x, il existe y, pardon, il existe x tel que x plus x est égal à 3, et on vous répond non, c'est faux, mais on ne vous répond pas non, c'est faux parce que 2x est pair et 3 est impair. On vous répond non, c'est faux, et on vous répond même pas non, c'est faux, on vous donne une formule qui est super exponentielle en la taille de la formule dont vous étiez parti, que vous devez évaluer pour savoir si c'est vrai ou c'est faux, et donc vous êtes très loin d'avoir ici une explication. Et donc dès les années 30, on aurait pu avoir ce type de réflexion. Alors, bien entendu, ces réflexions sont plutôt arrivées dans les années 70 avec la démonstration du théorème des calculeurs, puis avec la démonstration du théorème de Hales. Le théorème de Hales, c'est la preuve de la conjecture de Kepler, les oranges qu'on empile de manière compacte en forme hexagonale compacte ou cubique face centrée. Et de démontrer que ça, c'est optimal, eh bien, c'était conjecturé par Kepler. En fait, ça n'a rien été conjecturé. Kepler a juste dit c'est comme ça, mais il l'a ni démontré, ni réfuté, ni conjecturé, ni rien. Il a juste dit c'est comme ça. Et puis, ça a été démontré donc en 2003 ou 2004 par Hales. Mais le truc intéressant, enfin, la preuve de Hales, bien sûr, est intéressante, mais un autre truc intéressant, c'est que un certain Fejés-Tott, si vous lisez le hongrois, je veux bien savoir comment on prononce son nom, mais on va l'appeler Tott en attendant une meilleure prononciation, dès 1953, avait remarqué que le problème de Kepler pouvait se ramener à un nombre fini de configurations. Et ce Tott n'était pas très au courant de la technologie émergente à son époque, puisqu'il dit, oui, mais bien sûr, c'est un calcul tellement énorme que c'est jamais comme ça qu'on va démontrer la conjecture de Kepler. Et donc il a suffi d'attendre 50 ans que la technologie se développe d'un certain côté, que Hales simplifie un peu l'argument de Tott de l'autre, parce que la méthode de Tott était vraiment très productive, elle demandait vraiment beaucoup de calculs, pour que finalement, ça soit cette méthode de ramener le problème à un nombre fini de configurations qui a permis de démontrer le théorème. Et donc, il est raisonnable de dire que ni les démonstrations qu'on obtient avec la méthode de Presburger, ni celle de Skolem, ni celle de Tarski, ni la démonstration du théorème des 4 couleurs, ni le théorème de Hales, ne sont des explications, au sens où on ne sait pas généraliser, on ne sait pas dire, on ne sait pas à partir de ça obtenir un théorème général, dont ça serait un cas particulier, et qui nous dirait pourquoi ce théorème est vrai. En fait, c'est même exactement le contraire. Le fait d'avoir une énumération, c'est-à-dire d'utiliser très intensivement cette démonstration, cette règle de déduction, c'est-à-dire de démontrer de faire exactement ça, c'est-à-dire de faire ça, vous voulez démontrer quelque chose, vous essayez tous les cas et ça marche, et quand vous faites ça, c'est la base même de la méthode scientifique de vous poser la question, mais pourquoi ça marche? C'est-à-dire si par exemple vous prenez un dé et vous le jetez 100 fois, et que les 100 fois vous n'obtenez jamais un 7, ben vous devez vous dire, mais pourquoi j'obtiens jamais un 7? Pourquoi je n'arrive pas à obtenir un 7 avec un dé? Et ben, observez bien le dé, vous allez finir par comprendre pourquoi. Et si vous vous dites, ah, on n'obtient jamais un 7 avec ce dé, tant mieux, eh bien, vous péchez contre la méthode scientifique. Et pourtant, c'est exactement comme ça que marche l'élimination des quantificateurs, la démonstration de Presburger, etc., et de l'élimination des quantificateurs, et le théorème des 4 couleurs, et la preuve de Hales, etc. C'est exactement comme si à Barcelone, face à cette multiplication, j'avais dit « Ah, tiens, il n'y a que des 4 ». Bon, voilà, ok, il n'y a que des 4. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait contre nos habitudes, puisque nos habitudes, c'est de chercher des explications. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est pas tellement... c'est pas quelque chose de finalement rare, et dans le monde dans lequel on vit, c'est de plus en plus fréquent. Et un exemple de ça, c'est les prévisions météo. Donc voilà ce que nous disait Météo France hier soir. Hier soir, Météo France nous prévoyait une température entre 9h et 11h ce matin de 15 degrés. Et il serait naturel de se dire, mais enfin, pourquoi 15 et non 16 ? C'est vrai, après tout, il pourrait faire 16 degrés, pourquoi il fait que 15 degrés ? Pourquoi il ne fait pas 14 degrés et il fait 15 degrés ?
Et comment est-ce qu'on sait que cette température aujourd'hui sera probablement de 15 degrés? Bien sûr, parce que le problème ici est compliqué par le fait que c'est des prédictions donc une valeur statistique, elles n'ont pas on n'a pas de certitude. Mais comment est-ce qu'on est arrivé à ce 15 degrés? Bien, on a d'abord collecté une grande quantité de données. Donc il y a des thermomètres et des baromètres, des anémomètres un peu partout dans le monde qui captent des données et qui les transmettent à un ordinateur. Et ensuite, cet ordinateur, à partir de ces données, eh bien, essaye de trouver des solutions approchées, des équations de la mécanique des fluides, etc. Je ne sais pas exactement comment ils font, mais ils font beaucoup de calculs. Et dans ces calculs, chaque opération, vous pouvez la faire à la main. C'est-à-dire, chaque opération, c'est ajouter deux nombres, par exemple. Vous pouvez le faire à la main. Mais vous ne pouvez pas faire toutes les opérations à la main, puisque l'ordinateur a calculé pendant des heures avant d'arriver au résultat. Donc chacune des opérations, si toutes les opérations sont faites par l'ordinateur, sauf une, vous pouvez la faire à la main, mais vous ne pouvez pas faire toutes les opérations à la main. Bien, alors à quoi ressemblerait une explication du fait qu'il faille que la prévision de la température pour aujourd'hui à Marseille soit de 15 degrés? Eh bien, ça serait qu'il y ait une loi générale dont cette prévision serait un cas particulier. Et une loi générale assez générique. Donc, par exemple, la loi qui dit que si l'humidité à Copenhague lundi est X, alors la température à Marseille mardi est probablement 100 pi moins 4,6 X. Alors ça, c'est une loi générale. Et j'ai vérifié, tout ça est absolument exact. Hein, les chiffres que je vous donne sont exacts. L'humidité hier à Copenhague était de 65%. Donc, en appliquant ma loi, la température est de 100 pi moins 4,6 fois 65, et ça fait exactement 15 degrés. Et donc, vous voyez que la prédiction est exacte. Enfin, en tout cas, elle est cohérente avec celle de Météo France. Voilà, donc ça serait la manière de faire une prédiction. Néanmoins, cette loi n'est pas vérifiée tous les jours. Il arrive que l'humidité à Copenhague soit de X et que la température à Marseille ne soit pas de 100 pi moins 4,6 X. Alors, on peut se demander s'il y a peut-être une autre loi qui serait vraie. Et donc, est-ce qu'il est vrai que si l'humidité à Copenhague est égale à X, alors la température prévue à Marseille mardi, oui non c'est le lundi, excusez-moi, c'était pas samedi, je voulais dire c'était le lundi. En fait, il y avait deux versions des slides, mais bon, peu importe. Et f de x. Et là, la réponse est oui. Bien sûr, tous les paramètres étant égaux par ailleurs. Et la réponse est oui, et cette fonction f, c'est le programme de prévision. Alors, c'est pas une fonction affine, mais c'est une fonction quand même. Et ici, le défaut d'explication vient de la complexité de cette fonction, qui, si vous regardez sa complexité textuelle, c'est des millions de lignes de code, et si vous regardez sa complexité en temps de calcul, c'est des heures de calcul. Donc, il est bien vrai que, toutes choses étant égales par ailleurs, il existe une fonction telle que si la température à Copenhague est X, alors si l'humidité à Copenhague est X, alors la température à Marseille est f de X. Mais ça, c'est la loi générale. Mais la fonction est tellement énorme, à la fois en termes de complexité de calcul et de complexité d'expression, qu'on considère que ça, ce n'est pas une explication. Et donc, ça nous donne un troisième critère sur les explications. Il faut non seulement qu'il y ait une loi générale, il faut que la loi générale soit montrée par des moyens génériques et pas par une énumération, mais il faut aussi que la loi générale soit petite en complexité. C'est-à-dire, il faut que la loi générale, ça soit par exemple une loi affine, ou que ça soit un polynôme du deuxième ou du troisième degré. Mais si c'est un truc qui nous demande des millions d'heures de calcul, ou même des heures de calcul, eh bien ça n'est pas une explication. Donc on peut dire que la loi générale soit simple et utilisable en pratique. Alors on peut améliorer le temps d'exécution, mais bien sûr au défaveur de la simplicité d'expression. Et ça consiste à faire une table. Donc on aurait pu, avant de connaître l'humidité à Copenhague, précalculer tous les résultats du modèle, et donc par exemple obtenir une table comme celle-ci, et vous voyez que si, c'est le cas en rouge, c'est que si l'humidité à Copenhague est de 65%, il est bien vrai que la température est de 15 degrés.
Et vous voyez que ici le calcul est extrêmement rapide parce qu'il suffit de regarder dans la table, donc il n'y a pas besoin de beaucoup d'heures de calcul. En revanche, il faudrait que je tabule non seulement le résultat par rapport à l'humidité à Copenhague, mais aussi par rapport aux millions de paramètres qui sont observés par les baromètres, les manomètres et les anémomètres. Et donc la table elle-même, elle serait beaucoup plus grosse que le programme de Météo France. Donc là, je gagnerais peut-être en complexité de calcul, mais pas du tout en complexité d'expression. Et donc, à nouveau, on ne peut pas considérer que ce type d'expression soit une explication, même si j'ai ici une loi générale, et même si le cas général, la loi générale est démontrée de manière générique, sans énumération, enfin, si, il y a une énumération, mais en plus, il n'y a pas du tout la simplicité d'expression, puisque j'ai une table énorme. Donc tout ça, on considère que ce n'est pas des expressions. Bien, et vous voyez que si j'ai pris cet exemple de la météo, c'est parce qu'il va nous éclairer un des points qui va venir dans la conclusion, c'est que ça fait des années que vous regardez la météo tous les soirs à la télé, ça fait des années qu'en fonction de la météo, vous préparez votre parapluie, votre chapeau, votre impair, vos lunettes de soleil, etc. Et jamais vous vous posez la question, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça et pas autre chose? Vous avez appris à vivre avec des informations qu'on vous donne et que vous utilisez, même si vous ne comprenez pas la raison pour laquelle ce qu'on vous dit est vrai. Il vous suffit de savoir que c'est vrai. Et ça, on verra que c'est peut-être spécifique à la météo, et c'est peut-être quelque chose qui ne se généralise pas aussi bien que ça. Alors, je vous ai dit, une des raisons qui font qu'aujourd'hui, ces questions sont devenues à la mode, c'est le développement des algorithmes d'apprentissage. Et donc, il faut que je vous dise quelques mots sur les algorithmes d'apprentissage avant de voir comment la notion d'explication a disparu aussi. Alors voilà une situation cocasse, mais comme le sont à peu près toutes les situations dans lesquelles on utilise des utilisations d'apprentissage. Ici, j'ai représenté des personnes sur un diagramme, et en abscisse, j'ai mis leur taux de potassium dans le sang, et en ordonnée, le nombre de cheveux qu'ils ont sur la tête. Et donc vous voyez que les gens se répartissent d'une manière... Bien. Donc, nous avons beaucoup de données sur ces gens, et nous savons par exemple que tous les gens qui sont dans ce groupe-là, en bas à droite, ont vécu jusqu'à 120 ans. Vous voyez, fort potassium, peu de cheveux sur la tête, ils ont vécu jusqu'à 120 ans. En revanche, ceux qui sont dans le rond qui se trouve en haut, très jeunes, ont attrapé le choléra et sont morts dans d'atroces souffrances. Alors, on ne voit pas le lien entre le nombre de cheveux sur la tête et le choléra, ni entre le potassium et le choléra, mais voilà, on sait ça. Alors maintenant, vous êtes en train de compter vos cheveux sur la tête et... Alors, je vais vous dire exactement où vous êtes là. Eh bien, si c'est le cas, vous avez peut-être des raisons de vous inquiéter, même si vous ne savez pas exactement expliquer l'influence du taux de potassium et du nombre de cheveux que vous avez sur la tête sur le fait d'attraper le choléra. Et ça, c'est une vraie question. Est-ce que quelqu'un dont on lui montre le point ici a de bonnes raisons de s'inquiéter? Et la réponse est vraisemblablement oui. Et donc, ce qu'on voit ici, là, en disant simplement que les gens qui sont dans ce groupe-là ont vécu 120 ans et ceux qui sont dans le haut sont morts du choléra, eh bien, ce qu'on voit, c'est que on a simplement constaté une corrélation. Et constater une corrélation, c'est une des bases de la méthode scientifique. Avant de chercher des explications, il faut constater des corrélations, et ça, c'est vrai même en mathématiques. Donc, un exemple de corrélation constatée, qui est un exemple de corrélation qui est constatée de manière accidentelle, donc c'est un exemple de sérendipité, c'est la corrélation qui a été constatée par Pasteur entre l'injection de bactéries venant d'une vieille culture du choléra à des poules, c'est le choléra des poules, c'est pas notre choléra, mais c'est un autre choléra. Donc, vous connaissez l'histoire, il y a Pasteur qui injecte du choléra d'une source, d'une vieille culture à des poules,
Et donc non seulement les poules ne meurent pas comme on s'y attendrait, mais en plus elles sont immunisées, c'est-à-dire elles sont résistantes à l'injection de bactéries provenant d'une culture fraîche. Et donc l'histoire géographique est très drôle, parce que l'histoire c'est que Pasteur est parti en vacances, et puis ses assistants qui sont un peu foufous oublient d'empoisonner les poules. Puis Pasteur envoie un télégramme en disant « Attention, je rentre de vacances », donc les assistants prennent la vieille culture là qu'ils avaient oubliée dans le frigidaire, ou je sais pas quoi, et la glacière, ils avaient oublié la culture dans les glacières, et à ce moment-là, ils essayent d'empoisonner les poules, mais non seulement les poules ne meurent pas avant l'arrivée de Pasteur, et Pasteur dit « C'est pas grave, je vais les empoisonner moi-même », et hop, là, les poules sont résistantes, et Pasteur, donc l'histoire telle qu'elle est racontée par son neveu, c'est que Pasteur entre dans une profonde réflexion et se dit mais elles sont devenues résistantes par l'injection. Il y a une corrélation entre ces deux phénomènes. Bien, alors voilà un autre exemple de corrélation, et c'est un exercice. Donc vous avez des figures géométriques, et à chaque fois, il y a un nombre à côté. Donc 4, 4, 3, 3, 8 et 5. Donc regardez bien ces exemples, et vous devez... Oui, 3, bravo. Alors ça, c'est un problème qui est assez difficile, parce que, je vous ai dit, ce sont des figures géométriques, c'est-à-dire ce sont des ensembles de pixels, et ce ne sont pas, si je vous avais dit c'est des polygones, ça aurait été facile. Mais c'est juste des figures. Donc si il s'est passé une chose dans votre tête, c'est que la loi que vous avez apprise, elle a procédé en 2 étapes. D'abord, il faut reconnaître qu'il y a des segments, et ensuite il faut les compter. Et si vous aviez, par exemple, bêtement compté le nombre de pixels noirs et le nombre de pixels blancs dans chacune des images, eh bien, vous n'auriez pas trouvé le bon résultat. Donc, il ne suffit pas d'avoir une entrée et une sortie, il faut aussi avoir des représentations intermédiaires des mêmes informations. Il faut passer du tableau de pixels au nombre de segments, et voir que le nombre de segments est la même chose que le résultat. Ou peut-être il fallait compter le nombre d'angles, qui sait. Ça marche aussi. Ça, on sait par exemple que notre cerveau fait ça avec diverses couches de neurones. Il y a une couche de neurones qui ne reconnaît que les droites. Elle n'est pas capable de reconnaître les carrés, les cercles, etc. Elle est juste capable de voir que des pixels sur la rétine sont alignés, et elle ne fait que ça. Et cette information est transmise à la couche suivante, qui pense d'une manière plus abstraite, en termes de droite, de segments de droite, etc., et pas en termes de pixels point par point. Donc si vous essayez juste de faire une corrélation entre le tableau de pixels et le nombre, ben ça marche pas, c'est beaucoup plus compliqué, il faut que cette corrélation soit organisée en 2 couches. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage multicouche, c'est-à-dire il y a des algorithmes d'apprentissage qui essayent de faire exactement ce que vous avez fait, c'est-à-dire de trouver le nombre 3, mais ils sont multicouches, on appelle ça aussi de l'apprentissage profond, et l'idée c'est d'imiter un peu ce que fait le cerveau, c'est-à-dire d'avoir une première couche qui va juste transformer le tableau de pixels en une description un peu abstraite de l'image, par exemple de dire, eh bien, ce sont des ensembles de segments. Et la chose importante en apprentissage profond, c'est que le concept de segment est construit par l'algorithme lui-même. C'est-à-dire, ça dépend des algorithmes, mais en général, vous n'avez pas besoin d'entraîner l'algorithme en lui disant « Attention, pense à compter les segments ». Vous lui donnez juste l'entrée, la sortie, vous lui dites « Essaye de faire une analyse en 2 couches, en 3 couches, en 1000 couches », et les abstractions successives sont construites par l'algorithme lui-même. Ce n'est pas des choses qui lui sont données a priori. Alors ça crée des situations cocasses. C'est que par exemple, un algorithme à qui on essayait d'apprendre à reconnaître des lions d'autres animaux, donc par exemple des lions de moutons, et l'algorithme en avait induit une règle qui est qu'un lion est un animal qui pose pour les photos avec un fond de savane. Donc, il s'avère qu'on avait choisi des photos de lions prises dans la savane et des photos de moutons prises dans un troupeau, enfin, à la montagne. Et donc, l'algorithme avait, quand on lui montrait des images de savane, il répondait « lion ». Et c'est tout à fait normal que l'algorithme qui construit des abstractions, construit des abstractions différentes des vôtres. Il n'y a aucune raison de construire griffes, moustaches,
crinière, il peut très bien construire sa vanne si ça lui permet d'expliquer les résultats, et en l'occurrence, sur les exemples qu'on lui avait donnés, ça permettait d'expliquer le résultat. Bien, donc je vous ai dit, la science, ça consiste d'abord à constater des corrélations, mais ensuite, ça consiste à donner une explication de la corrélation. Alors, c'est quoi une explication de la corrélation dans le cas de Pasteur? C'est que le système immunitaire des poules a été stimulé par l'injection de bactéries provenant d'une vieille culture, des bactéries atténuées. Et donc ça, c'est un principe... En quoi c'est une explication, ça? C'est un principe général que stimuler le système immunitaire avec une bactérie provenant d'une souche atténuée immunise. Et si on n'avait pas vérifié ce principe général sur d'autres maladies, comme la rage, par exemple, ça n'aurait pas constitué une explication. D'accord, je peux vous dire, la raison pour laquelle les poules ont survécu après qu'on leur ait injecté des bactéries provenant d'une culture fraîche, c'est parce que leur bec était devenu plus résistant. C'est une explication. Si on n'a pas d'autres exemples qui nous disent « mais non, ça n'a rien à voir avec le bec, ça marche même avec des animaux qui n'ont pas de bec, par exemple », eh bien, vous n'avez aucun moyen de savoir si c'est vrai ou faux. Donc, le principe général qui est que stimuler le système immunitaire avec une bactérie provenant de la souche atténuée immunise ne vient pas uniquement de cette constatation, de cette corrélation-là, mais il faut qu'on sache que c'est vrai dans au moins d'autres exemples. Donc, comme il y a d'autres maladies pour lesquelles la vaccination marche, par exemple la vaccine, c'est une bonne explication. Et on a une argumentation générale de la raison pour laquelle, quelle que soit la bactérie ou le virus, une stimulation par une souche atténuée immunise. Donc on peut dire que là on est vraiment dans le cas de l'explication telle qu'on l'a définie. Il y a le cas général qui est fait avant le cas particulier, indépendamment du cas particulier. Il y a une explication relativement générique que le système immunitaire se réagit quand il y a un microbe, mais quand il croit qu'il y a un microbe, il réagit quand même, et parfois il surréagit. Donc voilà. Et puis, il y a une explication relativement simple. Et donc là, on peut, la proposition générale est relativement simple. Et donc là, on peut dire qu'il y a une explication. Alors cela dit, l'explication n'est pas forcément unique. Pendant longtemps, j'avais des angines à répétition, et donc le médecin me disait, je sais pas quoi, bactéries, virus, blablabla, il faut boire du lait chaud avec du miel. Ok. Il savait, donc, vous voyez qu'il y a une explication, bactéries, virus, lait chaud, etc. Bon, bref, et il y a le résultat. La corrélation, c'est qu'en buvant du lait chaud avec du miel, ça faisait passer mon angine, ou plus ou moins. Et après, il s'avère qu'un jour, j'ai eu une angine en Chine, donc je suis allé voir le pharmacien chinois, et alors il m'a expliqué le yin, le yang, l'équilibre, le déséquilibre, etc. Je dis, bon, ok. Conclusion, il faut boire du lait chaud avec du miel. Donc j'ai bu du lait chaud avec du miel et ça m'a guéri aussi. Donc vous voyez que les concepts intermédiaires ne sont pas nécessaires, ils peuvent être différents en fonction de différentes explications, mais les uns comme les autres marchent dans plusieurs cas. C'est-à-dire il y a plusieurs personnes à qui on a prescrit du lait chaud avec du miel qui allait mieux, et donc c'est ça qui fait que c'est une explication. Donc là, on a vraiment ici une explication. Mais ce qui est important, et vous avez vu que ici, il n'y a pas unicité, c'est que l'explication fait intervenir un nouveau concept. En l'occurrence, elle fait intervenir le concept de système immunitaire. Regardez les deux propositions qu'on avait constatées dans la corrélation. Injection de bactéries provenant d'une vieille culture, résistance à l'injection de bactéries provenant d'une culture fraîche. Il n'y a pas le mot système immunitaire. En revanche, le mot système immunitaire apparaît dans l'explication, le système immunitaire des poules a été stimulé. Et comme je vous l'ai dit, à la place du système immunitaire, on peut remplacer ça par d'autres explications, d'autres concepts, d'autres abstractions, qui marchent aussi bien parfois, et c'est très bien aussi. Et ce nouveau concept de système immunitaire, vous pouvez dire, mais c'est exactement comme le concept de segment dans l'histoire précédente. C'est un concept qui n'était pas dans le problème, mais c'est un concept qu'on a inféré pour faire fonctionner l'algorithme. Mais en fait, ici, pas du tout. Parce que pour constater la corrélation, le concept de segment était nécessaire, au moins utile. C'est-à-dire, si vous ne pensez pas à compter les segments, si vous ne pensez pas à compter les angles, jamais vous serez capable de constater la corrélation.
Donc là, vous avez quelque chose qui est utile dans l'algorithme, alors que le concept de système immunitaire, il n'est pas du tout utile dans l'algorithme, il est utile dans l'explication de la corrélation. Et donc, ce concept de système immunitaire, il n'a aucune raison d'émerger si jamais vous utilisez un algorithme d'apprentissage. Et donc, de ce point de vue-là, la notion de système immunitaire ne fait pas partie du vocabulaire de l'algorithme d'apprentissage, et l'algorithme d'apprentissage n'a aucune raison d'utiliser ce concept pour vous expliquer pourquoi la corrélation est vraie. Donc, la conclusion à laquelle on parvient sur les algorithmes d'apprentissage, c'est qu'il est relativement facile, alors j'ai mis facile entre guillemets parce que c'est pas forcément très facile, mais c'est relativement facile pour un algorithme de constater une corrélation, mais c'est difficile de l'expliquer, parce qu'il faudrait que l'algorithme invente un nouveau concept qui vous permet de comprendre l'explication, par exemple le concept de système immunitaire dans le cas de Pasteur, et ce nouveau concept, il n'a aucune raison de l'inventer pour constater la corrélation. Il va inventer d'autres concepts, comme le concept de segment, pour constater la corrélation. Donc, la situation face à laquelle on est aujourd'hui, c'est que les algorithmes d'apprentissage nous indiquent qu'il y a des corrélations qui sont vraies, mais souvent sans explication. Bien, donc, pour conclure, nous avons vu que ce déficit d'explication, il existe à de nombreux endroits, donc aussi bien en mathématiques qu'en biologie, qu'en météo. Donc, par exemple, il n'y a pas d'explication de la raison pour laquelle le théorème des 4 couleurs est vrai. Il n'y a pas d'explication de la raison pour laquelle l'équation x5 plus 7x3, x5 égale 7x3 plus 2x2 plus x plus 10 n'a pas de solution. Il n'y a pas d'explication des prévisions météo et il n'y a pas d'explication des algorithmes d'apprentissage automatique. Donc, ce qui nous paraissait une exception avec l'algorithme, avec la démonstration du théorème des 4 couleurs, et ce qui nous semblait quelque chose de spécifique à la démonstration mathématique, on s'aperçoit que finalement c'est partout. Alors la question qui se pose à nous, c'est de savoir si c'est une situation temporaire ou non. Et quand la démonstration du théorème des 4 couleurs est arrivée, plein de gens ont dit bon c'est une mauvaise démonstration, mais très vite, maintenant qu'on sait que c'est vrai, on va trouver une belle démonstration qui tient en 5 lignes et qui va nous expliquer pourquoi le théorème des 4 couleurs est vrai et on l'attend toujours. Peut-être qu'elle va venir, hein, on n'a aucune raison de penser qu'il n'y a pas de démonstration simple et explicative, mais on l'apprend toujours. Donc, il y a des travaux qui sont entrepris pour construire des explications en apprentissage. Luc, si j'ai bien compris, vous a dit que c'était le problème mathématique du XXIe siècle, qui était de construire des algorithmes d'apprentissage qui construisent aussi des explications. Mais il y a aussi des résultats négatifs dans ce domaine, par exemple. Je vous ai dit, on n'a aucune raison de penser que le théorème des 4 couleurs n'a pas une preuve courte et explicative. En revanche, on sait qu'il existe des théorèmes courts qui n'ont que des preuves longues. Donc ça veut dire qu'on sait qu'il existe un théorème dont la taille du théorème, de l'énoncé du théorème est n, et dont la plus courte démonstration est supérieure à 2 puissance n. Et vous pouvez remplacer 2 puissance n par 2 puissance n, même par 2 puissance n fois, ça reste vrai. Alors ça ne veut pas dire que le théorème des 4 couleurs est dans ce cas-là, bien entendu, mais ça veut dire qu'il y a des théorèmes mathématiques qui n'ont que des preuves longues, et donc vraisemblablement pas explicatives. Donc, on a à la fois ici une raison d'être optimiste, il y a des gens qui essaient de trouver des explications, mais on a aussi une raison d'être pessimiste, il y a des gens qui vous disent que les explications sont toujours locales et qu'il n'y a pas de raison qu'il y ait d'explication toujours. Bien, du côté pessimiste, il y a une constatation qui est faite par nos collègues psychologues, c'est que c'est dur de vivre sans explication. Et ça, c'est même une expérience de psychologie qui le montre. Il y a des patients à qui on a proposé 2 situations. La première situation, ils sont examinés par le médecin qui va rentrer toutes les données dans un ordinateur et l'algorithme va leur dire quel médicament prendre, mais sans leur expliquer ni quelle maladie ils ont, ni comment ils sont parvenus à ce résultat, ni comment le médicament va contrer la maladie. Donc il se peut qu'ils aient une grippe et qu'on leur dise qu'il faut prendre du paracétamol, mais on va ni leur dire qu'il faut prendre une grippe, ni que le paracétamol est bien pour la grippe, ni que les symptômes qu'ils ont correspondent à une grippe. On va juste leur dire, voilà, on vous a examiné, il faut prendre du paracétamol. Et donc ça, c'est une des solutions qu'on leur propose, et on leur dit que le médicament va être très efficace, donc il va les guérir à 90%.
Ou alors on leur propose de voir un vrai médecin qui va leur donner des explications parfois correctes, parfois fumeuses, on n'en sait rien, mais qui va en tout cas leur donner une explication de la raison pour laquelle ils sont malades, enfin de la manière dont ils sont tombés malades, de ce qu'ils ont comme maladie et du médicament qu'on va leur donner. Mais on les prévient que dans ce cas-là, le médicament ne sera efficace qu'à 80% ou à 60%, moins efficace. Et donc il s'avère que beaucoup de patients, pas tous, mais beaucoup de patients préfèrent un traitement, une explication à un traitement plus efficace. Ça veut dire on leur donne le choix entre voir un médecin qui va les guérir avec une probabilité, pas 1, mais disons 0,9, mais sans rien leur expliquer, ou un médecin qui va tout leur expliquer, mais comme c'est peut-être un moins bon médecin, il va moins les guérir, eh bien ils disent je préfère prendre le risque de guérir un peu moins souvent. Bien entendu, si vous leur dites il y a 10% de guérir, mais vous aurez une explication, ils disent bon je préfère pas d'explication et être sûr de guérir. Mais quand les chiffres se rapprochent, eh bien à ce moment-là, il s'avère que les patients préfèrent une explication, même s'il y a un petit défaut d'efficacité du traitement. Alors, cependant, il y a une raison d'être optimiste, c'est que les seuls qui préfèrent un traitement efficace sans explication, c'est les informaticiens. C'est-à-dire, dans ce groupe, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont déjà commencé à apprendre à vivre sans explication. On leur dit, demain, il fera 15 degrés à Marseille, ils prennent leurs lunettes de soleil et leur chapeau, et ils ne se posent pas la question de savoir pourquoi il fera 15 degrés à Marseille. On leur dit, vous êtes malade, il faut prendre du paracétamol, ou il faut prendre tel ou tel médicament. Ils disent, ok, je le prends, même si je ne comprends pas, c'est pas grave. Et donc ça, c'est peut-être, nous sommes en train d'inventer l'homme du 21e siècle, qui accepte de vivre sans explication du moment que les solutions sont efficaces. Voilà, donc je vais m'arrêter ici, et vous voyez que la situation est assez contrastée parce qu'on est, même si comme je vous l'ai dit, les questions d'élimination des quantificateurs et de démonstration non explicative datent des années 30, donc c'est pas du tout quelque chose de nouveau, eh bien, en ce qui concerne notre manière de vivre avec ou sans explication, nous sommes plutôt en train de le découvrir et en train de l'apprendre, et donc il n'est pas du tout évident de savoir à quoi va ressembler le 21e siècle de ce point de vue-là. Merci. D'abord, merci pour ton très joli exposé. Je voudrais juste revenir sur la notion d'explication et puis la notion de taille de l'explication. En fait, l'explication, elle se fait à travers un langage, donc à travers une culture, et suivant les cultures, la notion de longueur peut être très différente. Par exemple, probablement qu'il y a quelques siècles, on considérait que quelque chose qui durait toute une veillée était court. Aujourd'hui, c'est insupportable. Ou même il y a quelques années, des films, le rythme des films était considéré comme acceptable, et aujourd'hui, on trouve que c'est beaucoup trop lent. Et au niveau du langage, par exemple, une explication qui est il suffit de prendre le logarithme. C'est une explication courte, sauf que derrière, il y a toute la théorie du logarithme qui est très longue. Donc c'est juste parce qu'on a réussi à englober la notion de logarithme dans un mot court, qui est accepté, disons, de manière culturelle. Mais par exemple, pourquoi les fonctions de Bessel sont considérées comme longues et le logarithme est court, alors que la théorie derrière est assez similaire. Donc ce que je voudrais juste dire, c'est qu'il y a un aspect culturel dans tout ça. Oui, alors je pensais que tu allais prendre l'exemple inverse, parce que quand moi j'étais enfant, lire une bibliothèque rose, ça me paraissait très long. Un livre de la bibliothèque rose, ça me paraissait très long. Et je vois qu'aujourd'hui, maintenant, les jeunes sont beaucoup plus habitués à lire, et donc ils lisent Harry Potter, qui fait 3600 pages, 3606 pages, Harry Potter. Non, Harry Potter vend très bien. Donc effectivement, il y a des choses qui nous paraissaient très longues. Moi, lire un livre de 3000 pages quand j'étais enfant, ça me paraissait impossible. De la même manière, regarder une série à la télé
qui dure des 8 saisons, de 30 épisodes, etc., m'aurait semblé au-dessus de mes forces, et puis on s'aperçoit qu'il y a plein de gens qui arrivent à le faire. Donc, ce que les gens considéraient comme long par le passé, maintenant ils considéraient comme court. Quoi qu'il en soit, tu as tout à fait raison de dire que le langage dans lequel on exprime l'explication est essentiel. Et plutôt que logarithme, tu peux prendre système immunitaire. Si tu ne sais pas ce qu'est le système immunitaire et qu'on doit t'expliquer la corrélation entre les deux observations de Pasteur, eh bien, le simple fait de remplacer le mot système immunitaire par sa définition dans le dictionnaire va augmenter la taille de l'explication. Et si dans la définition du dictionnaire, il y a d'autres mots que tu connais pas, il va falloir les remplacer par leur définition dans le dictionnaire, et ça va encore augmenter la taille de l'explication. Donc ça, c'est quelque chose que, en tant qu'enseignant, on sait bien. Assez souvent, il nous suffit entre nous, de nous communiquer une solution par un mot ou deux. Puis après, quand il faut l'expliquer aux étudiants, bon bah, ça prend un peu plus de temps. Et donc ici, le fait de disposer du mot système immunitaire ou non est important. Et donc, comme tu le disais, même le fait de dire une équation différentielle est intégrable ou non dépend du langage des fonctions dont on dispose pour exprimer la solution. Donc si on change le langage dans lequel on exprime la solution, et on a des résultats en logique qui disent ça, que si on rajoute un symbole au langage, eh bien il y a des propositions, des démonstrations qui de très courtes deviennent à très longues, etc. Donc effectivement, la notion de court ou long, qui était le troisième critère pour une explication. Une explication devait être générale, générique et courte, est très relatif. Cela dit, je ne connais pas de culture où le calcul qui a mené au résultat qu'aujourd'hui, à Marseille, enfin que hier, on prévoyait que le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, il ferait 15 degrés, soit considéré comme court. Il y a des cultures dans lesquelles on dit que si le soleil monte dans le ciel et descend, c'est juste parce qu'il y a un dieu qui le prend et qui l'amène. Donc ça, c'est une explication courte, tout à fait rationnelle, dans la culture considérée, qui fait intervenir un concept externe, mais qui est finalement pas si différent de la notion de système immunitaire. Tout à fait, oui. Et pourtant, c'est très compliqué à expliquer dans notre culture à nous. Donc oui, non, je suis d'accord sur le fait qu'il y a certaines choses qui sont considérées comme courtes ou comme longues dans différentes cultures. Ce que je disais, c'est qu'il y a aussi des invariants et que le calcul du 15 degrés, il est long pour tout le monde. Sauf si tu supposes qu'il y a un dieu qui a dit que c'est 15 degrés. Oui, mais tu vas te tromper. Oui, mais là, voilà. Tu vas pas avoir exactement les mêmes résultats que le modèle. Pas à tous les coups. C'est-à-dire, le dieu qui a dit qu'il fait 15 degrés, c'est ma régression, là. Hein. C'est... J'emploie le mot dieu. C'est 100 pi moins 4,6x, là, qui est, au moins sur cet exemple-là, fonctionne tout à fait. Merci.